Monsieur le professeur Pierre-François Souéré, je tiens d'abord à vous remercier infiniment pour avoir accepté d'accorder cet entretien au magazine Prologue à l'occasion justement de la sortie de votre dernier livre, Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui. Vous imaginez évidemment que le titre de votre livre va susciter la curiosité pas seulement des Asiatiques ou des Indiens, des Japonais, mais aussi surtout des Arabes, où la question de la modernité liée à l'occidentalisation, est-ce qu'on se modernise en s'occidentalisant, on peut se moderniser sans occidentalisation, suscite énormément de questions, et où le processus de modernisation a été très difficile, dramatique parfois, et souvent la réflexion porte sur les obstacles à la modernisation qu'au processus de la de modernisation en lui-même. Disons, je vais essayer de vous dire un peu que ma lecture n'est pas innocente, puisque c'est une lecture à partir de ces questionnements qui ont lieu depuis maintenant un siècle et demi dans la région sud de la Méditerranée. Vu du monde arabe, le Japon a vu se développer deux attitudes majeures, notamment durant le XXe siècle chez les élites arabes. La première qu'on peut considérer comme une lecture historiciste, ici au Maroc, Abdallah Al-Aroui, un historien marocain, la représente parfaitement. C'est une attitude qui considère que le modèle japonais a réussi cette transition historique de la modernisation parce que les élites japonaises, dès qu'ils ont eu un contact avec les Occidentaux, les premiers contacts, ils ont tout de suite compris que la solution, que c'est une offre occidentale non refusable, la modernité, et qu'il faut se mettre à l'école de l'Occident par l'apprentissage, l'imitation, etc. Et c'est peut-être ce choix-là, dès le départ, qui explique cette réussite. Il y a une autre attitude qu'on trouve, par exemple, chez les politiques, chez les islamistes, et chez les gens qui défendent un peu la tradition par rapport à la modernité, l'authenticité, les ressources du patrimoine arabe, et là on peut l'appeler la lecture un peu culturaliste, et pour eux justement ils voient dans le modèle japonais justement le contraire, c'est pas une imitation de l'Occident, mais le Japon serait plutôt une fidélité au passé, à la tradition japonaise, et donc une certaine authenticité sauvegardée par les élites japonaises. Alors si j'ai bien lu votre livre, justement, vous renvoyez dos à dos ces deux lectures pour nous dire que, justement, les Japonais, ils ont... D'après vous, ils n'ont pas été dans la fidélité au passé, ils n'ont pas été non plus dans l'imitation servile de l'Occident. Et vous pensez même que la configuration de la modernité japonaise, c'est une configuration parmi d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette thèse justement de cette voie singulière de l'expérience japonaise? Oui, d'abord je voudrais vous remercier à mon tour pour votre invitation. Alors la question japonaise est effectivement compliquée parce que nous avons, en tout cas en Occident, un regard, disons, assez fréquent qu'on retrouve, c'est-à-dire en gros le Japon est endormi dans une société féodale, et puis brusquement les Occidentaux arrivent, paf, ils réveillent cette société qui dormait un petit peu, et puis les Japonais auraient fait que des bons choix, c'est-à-dire auraient suivi presque pas à pas le modèle occidental. Et puis à un certain moment d'ailleurs ils s'en seraient écartés pour leur plus grand malheur, puisque ça aurait débouché sur la Seconde Guerre mondiale, hein, l'agression japonaise qui devient une sorte de caricature des agressions occidentales. Et puis, Dieu merci, les Japonais ont perdu la guerre. Grâce à la victoire des Américains, le Japon est revenu dans un cours normal en quelque sorte. Cette vision, qui est une vision américaine, bien sûr, à l'origine, et développée un peu partout, est une vision fantastique de l'histoire. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, en utilisant largement l'historiographie japonaise. Je suis pas le premier à dire tout ça, évidemment. Mais je pense qu'il faut voir les choses un peu différemment. D'abord, la première chose,
c'est que le développement économique, social, culturel du Japon a commencé bien avant l'arrivée des Occidentaux. Il y a un phénomène de proto-modernisation, comme disent les historiens maintenant, qui se développe en fait dès le milieu du XVIIIe siècle et qui fait que la société japonaise, par bien des aspects, je n'ai pas le temps de développer ici, mais je développe dans le livre ou ailleurs, la société japonaise est une société en fait en marche déjà vers la modernisation avant l'arrivée des Occidentaux, et que en fait je crois qu'il faut comprendre l'arrivée des Occidentaux comme une accélération du processus. Pourquoi est-ce que alors que tous les pays dans le monde au XIXe siècle qui ont subi l'invasion occidentale se sont retrouvés dans une situation de colonisation, de dépeçage du pays, de protectorat ou que sais-je, pourquoi est-ce que le Japon serait le seul à avoir échappé à ce modèle? Alors la réponse des Japonais, autrefois en tout cas, oui, mais c'est parce qu'on est plus intelligent que les autres en quelque sorte. Bon, c'est une réponse un peu naïve. C'est vrai que les élites japonaises ont plutôt bien joué et ont en gros fait ce qu'il fallait faire, mais ça n'aurait pas suffi. C'est pas parce qu'on a des gens très intelligents à la tête d'un pays que le processus de modernisation, qui est un processus extrêmement lourd, vous pensez bien, qui met en jeu des tas de choses au niveau économique, institutionnel, au niveau des infrastructures, au niveau des politiques monétaires, au niveau, enfin bref, ce sont des enjeux qui sont tellement colossaux que même un gouvernement composé de génies ne peut y arriver. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi par en bas, et c'est ce que j'essaie d'analyser qui explique donc cette réussite entre guillemets. Maintenant, il faut aussi nuancer le mot réussite, succès, parce que la modernisation, c'est aussi des épreuves pour la population qui l'a subi, ça a un coût. C'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de perte de repères, c'est beaucoup de crises identitaires. On le voit aussi d'ailleurs aujourd'hui face au phénomène de la mondialisation qui produit dans certains pays des crises identitaires. Donc c'est aussi un processus assez chaotique à vrai dire. Alors maintenant on a l'impression que tout ça s'est très bien passé, que c'était parfait, mais non, pas du tout. Il y a eu des hésitations, il y a eu des virages dans la politique évidemment du gouvernement, mais et puis il y a eu aussi des dérives comme on l'a vu à partir des années 1930 qui ont débouché évidemment sur la guerre. Mais ce processus, quels qu'en soient par ailleurs les extraits, enfin les mouvements, les mouvements un peu tortueux, ce processus a été une réussite globale parce que le processus de modernisation était engagé en profondeur par la population, sans que le gouvernement du shogun, donc le gouvernement d'Ancien Régime, y soit pour grand-chose, à vrai dire. Voilà. Et donc, cette conjugaison, en quelque sorte, entre un mouvement de profondeur, l'arrivée des Occidentaux et des élites, qu'il faut bien le dire, ont été relativement intelligentes aussi, qui a permis, en quelque sorte, un succès relatif de la chose. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, à mon sens, non seulement il y a un processus de modernisation en profondeur qui se développe, mais il y a également, la critique de la société féodale débouche au Japon sur, on va dire, la montée, mais en bas, la montée d'une sorte, de ce qu'on peut appeler l'opinion publique. Tout à fait. En tout cas d'un débat public qui critique, qui met en perspective en tout cas les options gouvernementales, qui les critique, qui les discute, qui ne se laisse pas, disons, facilement manipuler. Et c'est étonnant parce que cette société japonaise d'avant 1868, donc d'avant la restauration impériale, est une société féodale. C'est une société qui, quand même, où la marche, disons, de liberté d'expression est extrêmement limitée. Bien sûr qu'il y a dans les interstices de la société des gens qui se moquent, des gens qui critiquent. Il y a beaucoup d'utilisation de l'ironie, par exemple. Ou de la blague, ce qui était le cas aussi, par exemple, dans l'Union soviétique. On critique pas ouvertement, mais on se moque. Eh bien, dans le Japon, c'était un petit peu la même chose. Mais alors, à partir du moment où le programme du gouvernement a été donc, non pas la modernisation, parce que le mot était assez peu utilisé à cette époque-là, mais disons la civilisation, les lumières, le progrès, l'ouverture. À partir du moment où ça a été la politique du gouvernement, on a vu se développer au sein de la société, mais là aussi c'est un mouvement qui vient du bas,
une multiplication d'associations, d'organes de presse, de différentes partis politiques aussi qui ont commencé à se constituer dès les années 1880 et qui correspondent à un moment aussi de prise en compte en quelque sorte de la population du programme de la modernité imposé par le gouvernement. Et là encore, ça marche dans la même direction. Donc ça, je crois que c'est aussi un phénomène très important qui a traversé toute la société japonaise et qui a contribué, bien entendu, à imposer un débat, donc une pensée critique. Donc toute une série d'options étaient sur la table en quelque sorte. Et ce débat a été extrêmement prolifique, y compris dans la pratique sociale. C'est-à-dire que les Japonais n'avaient pas l'habitude, comme souvent dans les sociétés traditionnelles, de débattre. On se réunissait, on faisait ce qu'on appelait des palabres, c'est-à-dire on décidait s'il fallait couper la rizière à droite ou la rizière à gauche d'abord, s'il fallait détourner le cours de la rivière cette année ou l'année suivante. Enfin bon, on avait ce genre de discussion. Mais les discussions sur l'avenir politique du pays, jamais. Or là, à partir des années 1878-80, il y a une multiplication d'associations qui apparaissent dans les couches moyennes, c'est-à-dire les paysans riches, les petits notables de province, et aussi les nouvelles couches moyennes, c'est-à-dire les instituteurs, les médecins, les avocats, les journalistes, qui créent des associations, et ces associations ont pour principal objectif de débattre. Effectivement. Alors certains historiens japonais ont appelé ça la révolution culturelle. C'est-à-dire non pas la révolution culturelle de la chinoise, mais la révolution. Il y a eu une révolution politique en 1868 et une révolution culturelle dans les années 1880, et c'est la combinaison des deux qui a Et est-ce qu'on peut réellement parler de révolution culturelle, parce que vous soulignez que non seulement il y avait derrière des facteurs économiques, d'un développement endogène, pré-industriel, qui préparait à travers ce qui se passait dans l'économie, l'industrie, l'artisanat, les débuts d'une économie moderne, il y a aussi des facteurs culturels. Vous parlez avant même que le régime ne s'ouvre à l'idée de réforme, il y avait dans la société une élévation des niveaux de l'éducation. Ça fait partie du phénomène de proto-modernisation. La question de la langue nationale, la question de scolaire, et aussi la question de l'émergence d'élites intellectuelles avec un débat critique et une opinion publique. C'est-à-dire ça a commencé alors que nous, dans le cas oriental arabo-turc, on a le paradigme, c'est que c'est l'État, sous la pression de l'Occident, qui va déclencher le processus de modernisation par le haut. Et là, on a dans un modèle japonais quelque chose à l'inverse. On a les deux dynamiques qui se déclenchent en même temps, aussi bien sur le plan social que culturel. Alors il y a une troisième chose aussi sur laquelle j'insiste dans mon livre, c'est que justement, vous évoquiez à l'instant le développement d'une éducation, d'un système éducatif qui se met en place effectivement dès la fin du XVIIIe siècle et qui évidemment sera systématisé à la fin du XIXe, mais qui a commencé déjà avant l'arrivée des Occidentaux et qui fait qu'une grande partie de la population a, disons, une vision du monde, une éducation qui lui permet de réfléchir dans certaines catégories. Ces catégories, et ça c'est une thèse que je développe, mais qui est encore reprise encore plus par les historiens japonais que par moi-même, c'est que ces catégories sont essentiellement des catégories confucianistes. C'est-à-dire que le confucianisme, qui est donc par excellence l'idéologie chinoise, le confucianisme devient le cadre de pensée de toute cette élite et cette couche moyenne qui vont faire Meiji par le haut et par le bas. C'est-à-dire que quand on regarde les dirigeants japonais, les dirigeants japonais qui ont fait Meiji, ils pensent dans des catégories qui ne sont pas les catégories occidentales. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas modernisation, occidentalisation. Ils pensent unification du pays, nous on traduit en français moderne État-nation. État-nation. Et ils pensent en catégorie confucianistes, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est l'harmonie entre le peuple et ses élites. Tout à fait. Ils disent qu'il y a une sorte de coupure entre les gouvernants, ceux qui sont en haut, disent-ils, et ceux qui sont en bas. Or, le régime nouveau qui est en train de se mettre en place doit supprimer cette coupure en tenant compte de l'opinion publique des gens.
Alors, ils expriment en quelque sorte un programme qui est le programme de la mise en place de l'État-nation, ce que nous savons aujourd'hui. Mais eux ne le représentent pas dans ces catégories. Et pareil pour le mouvement qui se développe, donc le mouvement pour la liberté et droit du peuple qui se développe dans les années 1880, qui est un mouvement associatif dont je parlais à l'instant. Ce mouvement également propose par exemple la réalisation de l'harmonie, la voie du ciel, la voie royale, disent-ils. Ça, c'est le vocabulaire confucianiste. Et qu'est-ce qu'ils mettent derrière ces mots-là ? Le contenu. Le Parlement, la Constitution, les élections. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avec les outils intellectuels de la pensée chinoise, ils pensent le programme de la modernisation, mais ils ne le pensent pas dans les catégories occidentales. Oui. Ils ont Et donc, on ferait un contresens en disant c'est parce qu'ils ont lu la pensée politique occidentale qu'ils deviennent modernes. Pas du tout, c'est parce qu'ils ont lu la pensée chinoise qu'ils l'interprètent, parce que la pensée chinoise n'est pas moderniste en soi, ils l'interprètent de telle manière qu'elle le devienne. Il y a une sorte de bricolage incroyable. Et quand on voit finalement les courants intellectuels dans la société japonaise qui ont soutenu l'occidentalisation à mort, la tradition, le refus de l'occidentalisation, c'est-à-dire la tradition, ils s'arc-boutent sur la tradition, ou au contraire d'autres courants, on voit que, les courants occidentalistes sont complètement exclus du pouvoir politique, ils n'ont aucun rôle sur le plan politique, ce sont les intellectuels qui rêvent, et que ceux qui vont effectivement porter le programme de cet État-nation à travers les concepts confucéens qui sont toujours les leurs et qui vont déboucher sur la constitution de Meiji, c'est-à-dire la mise en place de l'État impérial, et bien ceux-là, c'est-à-dire ceux qu'on pourrait considérer a priori comme les conservateurs, c'est eux qui vont faire la modernisation. Donc on voit bien que les catégories mentales, intellectuelles dans lesquelles sont pensées la modernisation japonaise, c'est pas les catégories occidentales. Et ça, c'est fondamental. Tout à fait. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Donc ces trois éléments, la proto-modernisation, l'opinion publique et la pensée chinoise, le tout relié, c'est ça la modernisation japonaise. Extraordinaire, ça. Et évidemment, ce clivage, on le retrouve dans la région arabe. J'imagine. Puisque dès le départ, les grandes idées concernant le féminisme, le socialisme, les droits de l'homme ont été portées par une élite très occidentalisée, au courant de ce qui se passe dans les sources occidentales. Tout de suite, la réaction, c'est le rejet, tout en s'intégrant dans cette dynamique même des droits de l'homme, de l'émergence de l'individu, mais avec d'autres mots, avec d'autres conceptions qui puisent dans l'islam, la tradition musulmane. Le contenu, à la fin, c'est à peu près le même, c'est l'émergence de l'individu, c'est l'organisation de la société civile contre le despotisme, etc. Mais les traditionalistes refusent justement ça. Et ça vous pousse à un certain moment même à dire, on peut penser à partir de cette expérience-là, une pluralité de modernité, que la modernité n'est pas un modèle. Je ne suis pas le seul à le dire, mais bien sûr. Mais moi je pense qu'il existe, il y a plusieurs manières de penser la modernité. La modernité, enfin, il faudrait la définir, bien entendu. Qu'est-ce que c'est exactement ? Là, j'ai pas le temps, mais ce qui est vrai, c'est que il y a la marche à la modernité qui est la marche occidentale. Donc, la Renaissance, l'humanisme, les Lumières, la critique de la religion, la mise en place d'un État-nation, la nation, etc. Bon. Et puis, il y a d'autres manières de faire. D'autres manières de faire qui finalement aboutissent à la même chose, mais ne le disent pas dans le même discours. C'est le logiciel qui n'est pas tout à fait le même en quelque sorte. Et on voit que le confucianisme, qui par ailleurs a souvent été critiqué comme étant une idéologie conservatrice qui empêchait la Chine de se moderniser, etc., on voit que dans le cas japonais, l'utilisation du confucianisme dans d'autres manières, dans d'autres, disons, conditions politiques et sociales, finalement débouche au contraire sur l'utilisation. Par exemple, je cite dans mon bouquin l'exemple d'une jeune femme incroyable qui a 18 ou 19 ans et qui fait des discours sur, on va dire, elle est proto-féministe, elle est démocrate, elle veut la liberté pour le peuple, etc. Puis elle s'adresse aux hommes en disant, mais vous parlez de la liberté et droit du peuple, mais vous pensez toujours qu'à vous, les hommes, vous parlez jamais des femmes, moi je vais vous parler un peu des femmes, etc. Bon. Alors, c'est un discours féministe. C'est en 1882. Il n'y a pas eu un livre féministe qui a été traduit en japonais à cette époque. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup en Occident. Mais bon. C'est vrai. Or, cette femme, elle dit
elle l'utilise essentiellement pour appuyer son discours Mencius, qui est évidemment un philosophe chinois qu'elle connaît très bien, qui est un philosophe, à vrai dire, très critique du pouvoir impérial. Ça, il faut quand même le dire. Mais elle utilise Mencius et un peu Confucius, et elle explique, par exemple, quand Confucius il dit qu'il faut qu'il y ait l'harmonie au sein de la famille, ça ne veut pas dire que l'homme doit diriger la femme et que la femme doit obéir. Ça veut dire qu'il doit y avoir une harmonie entre les deux. Et qu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple s'il y a une oppression de l'homme sur la femme, pas plus s'il y a une oppression du frère aîné sur le frère cadet, etc. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait harmonie entre les deux, c'est-à-dire qu'il y ait discussion, convergence et consensus. Confucius n'a jamais raconté ça. C'est une lecture. Confucius, il est un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était impensable pour lui. La question des libérations des femmes, il n'était pas là-dedans. Donc en fait, elle utilise le discours de Confucius et de Mencius pour développer un discours, on va dire, proto-féministe, alors qu'il n'existe au Japon à cette époque-là aucun texte, en tout cas elle ne les a pas lus, aucun texte évoquant la question de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, par exemple. Donc ça veut dire qu'à partir d'une idéologie, on va dire une sorte de boîte à outils intellectuelle, on choisit on bricole, on fait ce qu'on veut. Et vous allez jusqu'à dire que même l'écologie a été à un certain moment théorisée. Exactement. On a le même phénomène avec l'écologie. Alors là, c'est un mouvement donc, contre la pollution industrielle. Là, autant il y avait déjà des discours en Occident, en Suède, aux États-Unis, un peu en France aussi. Il y avait des discours féministes ou proto-féministes qui se mettaient en place dans les années 1880. Autant la pensée écologique environnementaliste, il n'y a rien en 1890. Et pourtant, les Japonais se retrouvent face à cette crise environnementale. Donc, et là, ils vont chercher dans le Shinto, dans le bouddhisme, dans les choses qui sont à leur disposition, des discours pour lutter contre le productivisme, le développement de l'industrie à tout prix, c'est-à-dire la modernité. Donc ils ont un discours anti-moderne, mais qui n'est pas un discours réactionnaire. Tout à fait. Il dit, Tanaka Shozo explique par exemple, les mineurs qui extraient le cuivre de cette mine de cuivre d'Ashio, finalement qu'est-ce qu'ils font? Ces pauvres types, ils sont toute la nuit, tout le jour et la nuit, ils ne distinguent plus le jour et la nuit au fond de la mine. Ils travaillent dans des conditions épouvantables. Ils rejettent dans la rivière des cochonneries qui vont ensuite polluer toute la vallée et détruire le travail des paysans. Mais qu'est-ce que c'est que ce système qu'on est en train de faire? Les paysans, eux, quand ils cultivent, quand ils travaillent dans les champs, d'abord ils distinguent parfaitement le jour et la nuit, l'hiver et l'été, et par ailleurs ils travaillent pour produire de la nourriture qui va nourrir tout le monde. Alors c'est quoi ce système qu'on est en train de mettre en place? Lui il dit je suis contre ce système, je suis contre le productivisme. Enfin il n'utilise pas le mot productivisme, mais il dit je suis contre ce système. C'est une critique non pas réactionnaire, il ne veut pas revenir à la société d'autrefois, mais c'est une critique d'un système qui est en train de se mettre en place, et donc lui, il n'est pas du tout occidentaliste. Oui, c'est les méfaits du système qui est donc, quand on n'a pas le discours occidental à disposition, on en invente un, mais qui finalement débouche sur les mêmes choses. Ça, je trouve que c'est ma découverte principale, si je puis dire. Et je trouve ça extraordinaire parce que je suis certain, moi je ne connais pas bien la société marocaine ou d'autres sociétés en dehors de la société japonaise, mais je suis sûr qu'on doit retrouver des choses comme ça. Oui, il y a effectivement des expressions de résistance à certaines choses qui s'expriment aussi. Par exemple, la première revue féministe, c'est-à-dire une revue faite par des femmes, complètement faite par des femmes, depuis la création, la fabrication, l'édition jusqu'à la rédaction des articles. Cette revue est lancée en 1912. La jeune femme, elle a 28 ans, je crois, qui écrit l'édito de cette revue, elle commence en disant au début la femme était soleil, maintenant elle est comme la lune, éclairée par une lumière blafarde, nous devons reconquérir ce que nous étions autrefois, c'est-à-dire la lumière, le soleil. Je dis, c'est de la poésie, c'est formidable. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au début, quand on regarde les mythes japonais, la déesse qui est à l'origine de la dynastie impériale, c'est la déesse du soleil. Donc en fait, elle utilise le Shinto, même le Shinto le plus nationaliste, pour en fait
dévier, enfin, en quelque sorte, détourner en quelque sorte le Shinto pour en faire quelque sorte une idéologie presque féministe, ce qui évidemment n'est pas du tout l'objet du Shinto, vous pensez bien. Tout à fait. Et donc on voit comment ils utilisent en quelque sorte il y a un travail sur la culture locale. Voilà, la culture sur le travail local, et dire que les gens, on revient à ce que vous disiez au début, il y a les gens qui veulent imiter l'Occident, il y en a. Il y a des gens qui s'appuient sur la tradition et s'arc-boutent, il y en a. Mais il y en a aussi qui s'arc-boutent sur la tradition, mais pas pour développer un discours réactionnaire, retour aux anciennes valeurs et refus de l'Occident. Enfin, refus de la modernité. Le refus de l'Occident, on le voit souvent, mais refus de la modernité, moins. Parce que ces filles sont féministes, elles critiquent le système de la famille, elles critiquent le système de valeurs qui est inculqué en quelque sorte par le régime, pour en fait aller dans le sens d'une plus grande liberté, d'une plus grande libération d'une certaine façon. Donc elles n'ont pas un discours réactionnaire, et pourtant elles s'appuient sur le Shinto, sur autre chose. Ça, je crois que c'est fondamental pour comprendre ces sociétés. Justement, ça m'amène à une... Il y a dans le livre de notre intellectuel Mohamed Afif, qui est l'un des premiers à avoir étudié de façon beaucoup plus scientifique qu'avant les voyageurs arabes au début du siècle, puisque lui, il parle japonais, il a enseigné dans les universités japonaises, et donc il fait sa thèse sur l'ère Meiji, mais il commence dès le milieu du XVIe siècle cette évolution. Pour lui, évidemment, il évoque cette période de stabilité longue avant les Meiji, puis les réformes, mais il accorde une importance capitale à la culture japonaise. Il dit qu'il y a quelque chose dans la culture japonaise qui est justement une culture d'une capacité à négocier avec les autres cultures, avec les éléments externes, exogènes, etc., mais toujours en cherchant l'harmonie dans la culture propre. Et il insiste aussi sur le fait qu'il y a dans la culture japonaise une sorte de culte ou quête du savoir. Aller chercher le savoir, comme le prouve par exemple l'envoi d'étudiants, même en Chine, avant l'Occident, et puis l'envoi des étudiants en Chine. Et est-ce que vous avez l'impression, comme lui, que dans la culture japonaise, elle est pour quelque chose, et est-ce que la culture japonaise aurait produit une sorte d'éthos, comme on dirait chez Weber, et une culture qui prépare ou prédispose à cette modernisation, justement? Alors, bien sûr, quand on relit les choses à l'envers, on peut se dire, bah oui, effectivement. Mais le risque, c'est quand même de faire un peu de l'histoire téléologique, là. Tout à fait. Non, oui, mais il y a quand même quelque chose, parce que, si vous voulez, en Chine, par exemple, voilà, la grande comparaison, c'est évidemment la Chine quand on est au Japon. En Chine, il y a quand même cette idée que la Chine est au centre du monde, que la pensée chinoise, c'est la culture et donc la civilisation, que les autres pensées, quand elles existent, comptent pour pas grand-chose, c'est pas très sérieux, et que quelqu'un de cultivé, un lettré, un intellectuel cultivé, c'est quelqu'un qui connaît les classiques, qui connaît la poésie, qui connaît... Bon. Il y a quand même... Ça développe évidemment un énorme complexe de supériorité. Et quand ils ont été confrontés aux Occidentaux, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont pensé que c'était des nouveaux barbares. Les barbares, des fois ils nous ont envahis, mais au bout du compte, on les a quand même cynisés. Là, c'est pareil. Bon, ils ont des canons, ils sont un peu plus, ils ont des canons un peu plus puissants que les nôtres. Mais bon, la Chine est grande. Il n'y a pas une inquiétude majeure de l'élite chinoise éternelle au moment de l'arrivée des Occidentaux, même après la défaite de la guerre de l'opium. Il faudra une génération entière, peut-être même deux, pour qu'ils comprennent que là, vraiment, ils sont en difficulté. Alors que les Japonais, c'est vrai qu'ils ont toujours eu d'abord l'habitude d'importer de Chine ou parfois de Corée des éléments culturels importants. Il y a toujours eu cette espèce de complexe un peu d'infériorité des élites japonaises vis-à-vis des élites chinoises, qu'ils ont toujours d'ailleurs accueilli à bras ouverts. Chaque fois que les élites chinoises ont été persécutées par les Mongols, par les Mandchous, elles se sont enfuies au Japon et les Japonais les ont accueillis, les dirigeants japonais les ont accueillis. Donc il y a une relative forme inverse, c'est-à-dire de relatif complexe d'infériorité vis-à-vis d'une culture qu'ils considèrent eux-mêmes comme supérieure à la leur. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que bien qu'ils aient un complexe d'infériorité, ils ont développé également une culture propre, indigène, qui elle-même diffère par de nombreux points
avec la culture chinoise, et dont ils ont peut-être raison d'avoir aussi d'avoir une certaine fierté vis-à-vis de ça. Donc il y a les deux. Et quand ils sont confrontés donc, au milieu du 19e siècle, alors ils ont déjà été confrontés aux Occidentaux au 16e siècle, mais là c'est dans un rapport de force très différent. Au 19e siècle, ça devient sérieux, parce que les Occidentaux sont beaucoup plus puissants maintenant. Et là, ils sont très inquiets. Et très vite, il y a des samouraïs qui disent oh, mais si on continue comme ça, on va être obligé de faire la guerre, et cette guerre, on va la perdre. Donc, il ne faut pas faire la guerre. Il faut trouver les moyens. Faut négocier, il faut trouver des moyens, il faut louvoyer, en attendant qu'on soit capable de la faire et de la gagner. Il voit déjà ce qui va se passer en 1941. Et donc, dans un premier temps, ils sont très... ils sont évidemment hostiles, ils ont peur, on peut le comprendre. Hein, les Occidentaux au 19e siècle, c'est quand même quelque chose. Il y a de quoi avoir peur quand on est... mais ils se disent que la situation est grave et qu'il faut agir. Et il y a deux manières d'agir. Un, c'est d'aller chercher les savoirs occidentaux et de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc. Et ça, personne, même les plus réactionnaires, tout le monde était d'accord avec ça. Et après, il faut modifier la structure du régime de façon à ce que nous soyons un pays, alors ils disent un pays uni. C'est-à-dire sortir de ce qu'ils appellent eux la féodalité, c'est-à-dire la décentralisation, de façon à ce qu'il y ait un seul pays qui fasse bloc. Et ça, cette idée, qu'il formule à partir de la pensée chinoise, c'est une idée qui est très moderne, c'est-à-dire c'est créer la nation. La construction de la nation. La construction de la nation. La nation, oui, parfaitement. Voilà, il y a matière dans ce livre pour ceux qui veulent comprendre un peu la problématique de la modernité dans un horizon lointain et aussi proche par rapport à l'expérience de la Nahda, ce qu'on appelle la Renaissance arabe. Merci infiniment, professeur Souairi, et à bientôt. À bientôt. Merci.